un parcours où j'ai croisé les études de genre assez tard, en réalité. J'ai un parcours qu'on peut dire pluridisciplinaire, hein, puisque j'ai fait une prépa Hippocagne-Écagne sciences sociales. Ensuite, j'ai fait une double équivalence, donc j'ai une licence de sociologie, spécialisation anthropologie, et j'ai fait de la philo en même temps. Donc ensuite, j'ai fait une maîtrise de philosophie. Et je suis rentrée à Sciences Po et j'ai fait donc un doctorat en pensée politique, donc de sciences politiques, spécialisation pensée politique. Et j'ai aussi un master 2 de droit. Alors pourquoi j'ai ce parcours? Parce que je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait, c'était justement d'interroger les contradictions, les dilemmes au cœur de l'adhésion aux principes qui étaient nos principes fondateurs et fondamentaux, les principes républicains de liberté, d'égalité et de fraternité, et que j'ai abordé à travers ma première recherche donc en maîtrise en master de philosophie. Maintenant ça s'appelle un master. C'était sur l'impertinence de l'inégalité chez Platon, c'est-à-dire je me suis interrogée sur pourquoi les logiciens modernes tels que Popper et Russell au XXe siècle avaient associé les régimes totalitaires fascistes et nazis à l'application donc de la philosophie politique de Platon. Ça me semblait assez paradoxal, puisque moi quand j'avais lu les dialogues de Platon, j'avais trouvé qu'à la différence par exemple d'Aristote, qui était contemporain, il permettait de penser l'égalité en bousculant un peu les assignations identitaires. En particulier, les femmes pouvaient être des gardiennes, des guerrières. Même si ces dialogues ne sont pas homogènes sur ce point-là, ça me semblait étrange de l'associer à une dimension totalitaire. Et je l'ai analysé comme quelque chose qui donnait à voir peut-être nos résistances, nos tabous. Donc moi, ce qui m'a intéressée, ça a été à chaque fois d'essayer de comprendre ce qui résiste dans le présent, dans les sociétés contemporaines, en particulier en termes de reproduction, d'actualisation des inégalités, en prenant un peu d'épaisseur théorique et historique, pour ne pas s'en tenir à des slogans du type on a d'un côté l'égalité de droit et de l'autre côté les inégalités de fait, on est tous d'accord, la seule chose sur laquelle il faut discuter, c'est les outils, le comment, les instruments de politique publique. Donc c'est vrai que pour ça, j'ai utilisé des grilles de lecture, d'analyse différentes, et je trouve que, en particulier, j'avais l'impression qu'il me manquait le langage juridique et la manière dont on appréhende le principe politique d'égalité à travers les normes juridiques. C'est pour ça que j'ai fait un master 2 de droit. Donc la dimension interdisciplinaire, elle est au cœur d'une compréhension de phénomènes complexes. S'interroger sur la persistance des inégalités en général et des inégalités dans leur association avec des critères d'identification différents mais imbriqués, que ce soit le fait qu'on est associé à un sexe, à une couleur de peau, à une origine ethnoculturelle, à une religion, voilà, à une apparence physique, et comment tout ça s'articule, s'imbrique à la fois en termes de domination et d'émancipation. Moi, c'est vraiment que j'analyse, et avec toujours cette idée de politiser les enjeux, c'est-à-dire de les comprendre pas dans des logiques uniquement de rapport interindividuel, avec des logiques d'intentionnalité, mais plus largement à travers des expressions qui nous dépassent de contextes historiques, d'enjeux théoriques. Voilà. Donc c'est mon parcours, vraiment, le point commun, même si ça peut apparaître assez tous azimuts, voilà, en tout cas on voit qu'il y a vraiment ce fil-là d'essayer d'avoir le maximum d'outils d'analyse et de compréhension pour penser profondément ce qui permet de comprendre la modernité de ces inégalités malgré les proclamations d'adhésion, en particulier au principe d'égalité, et comprendre pour mieux aussi arriver à dépasser ces contradictions. Alors ça, c'est intéressant. Alors, j'avais travaillé, quand je vous ai dit mon premier travail de recherche, on pouvait intégrer la dimension genrée à travers la question de la place des femmes dans la République platonicienne, mais ce n'était pas le sujet premier. Et j'ai fait mon master 2 de sciences politiques en théorie politique sur comment Condorcet aurait pu faire les zones d'éducation prioritaire. Donc là, c'était toujours cette idée que
Alain Minck en particulier disait « Enfin, on s'est libéré du principe d'égalité trop homogène, trop fermé, qui ne correspond pas à la réalité dans sa complexité. Enfin, on porte l'équité. Les zones d'éducation prioritaire en sont un bon exemple. » Et ça m'avait énormément choquée parce que je trouvais que c'était une manipulation qui faisait total contresens de faire semblant de ne pas savoir ou de ne pas comprendre que le principe d'égalité n'a jamais été pensé comme un principe d'uniformité, mais bien comme un principe, un horizon par rapport auquel il fallait mettre en place les mesures adaptées en fonction des situations différenciées. Et par exemple, dans l'instruction publique, dans ces mémoires de l'instruction publique, Condorcet montre bien comment, pour porter une éducation à égalité, c'est-à-dire qui permette d'être dans une position d'autonomie, de dépassement de la dépendance, il fallait adapter l'instruction publique au territoire, aux caractéristiques de la population, en fonction de l'âge, de l'origine sociale. Voilà. Donc si on pense l'égalité comme un horizon de non-domination et d'émancipation, le fait d'adapter les modalités aux situations a toujours été pensé. Donc c'était pour ça que j'avais fait ce travail-là. Et dans le cadre de cette année de Master 2, je suivais aussi un cours de Janine Mossus-Lavo sur l'apprentissage des entretiens non directifs. Et elle était en train de faire, elle, en même temps, l'enquête sur les femmes en situation de précarité, le sida, en lien avec le ministère de la Santé de l'époque, et ça fait très très longtemps, et le planning familial. Et on suivait des femmes qui avaient des formations sur le rapport à leur corps, sur la contraception, sur justement l'émancipation à travers le rapport à leur corps et les choix d'avoir des enfants ou pas, de se protéger des maladies, enfin, d'être en qualité de sujet par rapport aussi à la sexualité. Et moi, je faisais des entretiens au premier rendez-vous avec le planning et puis au dernier pour voir comment ça avait fait évoluer leur rapport à leur corps, leur rapport à la sexualité. Et c'était des histoires de vie. C'est-à-dire que c'était raconter sa vie de la première relation sexuelle, en tout cas du premier rapport qu'on considère comme ayant un rapport avec la sexualité, jusqu'au dernier rapport. J'ai trouvé ça tout à fait passionnant de voir comment ce rapport à l'intime était en réalité un rapport qui disait des rapports de domination, qui étaient éminemment politiques, voilà. Donc, et que les hommes étaient en creux dans cette histoire-là, malheureusement, souvent dans des histoires de violence. Et je me suis dit, mais en fait, cette tension entre assignation à la différence et égalité, elle est portée de manière paradigmatique dans nos expériences intimes et dans notre rapport au monde en tant qu'individu sexué dès notre naissance, même avant, où on est à la fois, on nous dit dans la République française qu'on est des citoyens égaux, et dans le même moment, on nous construit comme des êtres sociaux à travers ces deux cases qui sont des assignations hiérarchisées. Donc, j'ai décidé de faire ma thèse sur la manière dont la perception de l'autre sexe, et l'autre sexe, c'est les femmes, même pour les femmes, était significative de la perception de l'autre dans la démocratie, de l'altérité démocratique. Donc c'est vraiment dans le frottement entre ce questionnement filigrane que j'avais sur comment penser les différenciations dans l'égalité et quels étaient les impensés justement de cette articulation-là, avec un terrain où là, je me confrontais à la dimension structurelle dans la vie de chacune en particulier. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment appliqué en fait ce questionnement théorique à ce rapport, à cette identification au fait d'être une femme ou le fait d'être un homme. Et qu'est-ce que ça voulait dire? J'ai fait des entretiens de citoyens lambda, ça fait le bouquin qui s'appelle L'ordre sexué, la perception des inégalités femmes-hommes, où je demandais aux personnes qu'est-ce que c'était pour eux qu'être un homme et qu'est-ce que c'était pour eux qu'être une femme. Donc c'est comme ça que je suis rentrée dans le genre. Et bien sûr que, comme on dit souvent, voilà, c'est pas des lunettes qu'on met, parce que les lunettes on peut les enlever. Le genre on peut plus enlever. C'est des lentilles, mais des lentilles qu'on met qu'une fois et qu'on peut plus enlever. Et puis, on voit bien, il y a un débat entre la dimension intersectionnelle ou pas de cette démarche. Moi, je pense que quand on a cet éveil à l'injustice ou à la remise en cause d'une dimension essentialiste des identités, on ne peut pas ne pas l'appliquer aux autres critères d'identification et de discrimination.
Sciences Po a dans son sein depuis 2010 le programme de recherche et d'enseignement des savoirs sur le genre, qui est un programme à la fois de recherche et d'enseignement. C'est un programme qui a été mis en place par deux économistes, Françoise Milewski et Hélène Périvier. Ça ne veut pas dire qu'auparavant il n'y avait pas d'enseignement ou de recherche sur le genre, il y en avait depuis autant qu'on s'en souvienne. En particulier les travaux de sociologie électorale sur le vote différencié des femmes et des hommes, donc depuis que les femmes ont le droit de vote et d'éligibilité, donc après la Seconde Guerre mondiale, intégrer cette dimension-là, en particulier à travers Mariette Sinault et Janine Mossus-Lavo. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait rien avant 2010, ça veut dire que ça a été structuré institutionnellement et que ça a été vraiment une initiative très profitable de la part d'Hélène Périvier et de Françoise Milewski, aussi bien en termes de recherche, où ça permet vraiment de faire des synergies entre les différentes disciplines majeures de Sciences Po. Il y a 5 disciplines majeures à Sciences Po, mais il y a aussi la philo, enfin d'autres disciplines, mais c'est la sociologie, la science politique, le droit, l'économie et l'histoire. Et donc ça permet vraiment d'aborder ces enjeux avec toute la richesse du dialogue et de l'imbrication entre les disciplines. Et par rapport aux enseignements, le choix qui a été fait, ça a été de ne pas faire un diplôme à part, ce qui existe déjà dans différentes universités, à Paris 8, à Toulouse, dans d'autres universités, mais de faire en sorte que toutes celles et ceux qui font un parcours à Sciences Po s'interrogent sur cette dimension-là. Et en particulier, il y a un cours en 2e année de collège universitaire où on prend toutes les disciplines majeures que je viens de vous citer au défi du genre. C'est-à-dire on voit comment se poser cette question-là interroge les concepts classiques, les méthodes des différentes disciplines. Et puis il y a des cours interdisciplinaires, il y a des cours transversaux. Donc il y a maintenant aussi la possibilité, en plus de son diplôme, que ce soit le collège universitaire ou les masters, il y a énormément de masters et d'écoles spécialisées qui vont du journalisme au management, human rights, des diplômes de recherche, enfin c'est très diversifié, affaires publiques, enfin. On peut rajouter un certificat égalité femmes-hommes qui montre l'implication de certains étudiants qui ont fait un parcours où ils ont choisi assez de cours sur ce sujet, ils ont eu d'assez de bonnes notes, ils ont travaillé leur mémoire de recherche aussi avec cette dimension. Donc ça permet de concilier le fait d'avoir que ce soit intégré dans tous les diplômes et qu'on ait quand même une reconnaissance des étudiantes et des étudiants qui ont un travail le plus approfondi sur cette dimension.